bonjour Jean-Jacques et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast, le nouveau podcast qu'on crée avec Calmedica. Bonjour Mériadec. Voilà, déjà, de bon matin, tu es en pleine forme? Bah oui, on essaie, et puis c'est pour quelque chose qui me semble assez intéressant, sur lequel on va discuter. Complètement, donc on va parler dans ce podcast-là de télésurveillance, de télésuivi des patients. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi déjà ? Nous raconter ce que tu fais, qui tu es, quelle profession tu exerces, même si je pense qu'on a quelques indices. Eh ben, moi, je suis médecin, spécialiste en maladies infectieuses depuis une vingtaine d'années. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je m'occupe de tous les patients qui ont des virus, et particulièrement ceux qui ont les patients infectés par le VIH depuis 20 ans, avec une évolution de leur prise en charge depuis 20 ans. Et actuellement... Non, c'est très bien. Voilà, c'était on va être coupé. Et donc, on essaie de les prendre de mieux en mieux en charge, et c'est pour ça qu'on est amené à peut-être développer certains outils dont on va parler. Ok, d'accord, très clair. Tu as toujours eu envie de t'orienter vers le soin ? Ouais, moi j'ai toujours aimé le soin. Je suis arrivé dans les années où effectivement il y avait le virus du VIH qui infectait beaucoup de patients. On n'avait pas beaucoup de solutions à leur proposer. Moi j'étais interne. D'accord. Et donc ça m'a beaucoup sensibilisé, ça m'a marqué, et ça a été une des motivations pour lesquelles j'ai choisi cette pathologie. T'avais le choix entre plusieurs spécialités avant de t'orienter ? En fait, les maladies infectieuses et tropicales, c'est la spécialité, c'est quelque chose effectivement qui m'intéressait, parce qu'il y avait notamment ces patients plutôt jeunes pour lesquels on n'avait pas de solution. Ça évoluait tous les jours, je trouvais ça très intéressant. Puis il y avait aussi le côté pathologie tropicale, on pouvait faire beaucoup d'autres virus, infections, et je trouvais que ça assez passionnant. Donc c'est pour ça que tu t'es orienté vers les pathologies, vers les virus, etc. Ouais, exactement. Très très clair. Donc comme on l'a dit, ce podcast, on le tourne autour de la télésurveillance, du télésuivi, avec l'idée un petit peu d'explorer ce qui se fait dans le monde médical, ce que font les professionnels de santé, ce qu'on fait sur le terrain, pour découvrir un petit peu cet univers-là. Et la grosse question qu'on pose à tous les invités, c'est comment toi tu définirais la télésurveillance, le télésuivi ? Comment je définirais la télésurveillance, le télésuivi ? Moi, je définirais ça comme un outil plutôt... télésurveillance, ça fait peut-être un peu peur, je sais pas, oui. En fait. Moi, ça fait un peu Big Brother. Ouais, un peu Big Brother. Donc, je dirais plus un outil de soutien, un outil d'aide, en fait. À la base, les bénéfices, il faut qu'il y en ait pour le patient, je pense, en fait. Et un outil, mais aussi, ça peut être aussi de façon indirecte pour le médecin, et donc de relation médecin-patient. Donc, moi, c'est plus un outil qui permet une certaine interactivité entre le patient et le médecin, mais en faisant effectivement attention à pas que ce soit qu'ils se sentent un peu Big Brother, un peu trop surveillé. Ouais. Le mot surveillance fait peut-être un peu peur. C'est plus un outil de suivi. Moi, pour améliorer le suivi des patients. Donc tu préférais télésuivi que télésurveillance ? Oui, alors après, je pense maintenant, c'est des mots qu'on doit utiliser au courant, mais oui, je trouve ça peut-être... Non, mais je pense que tu as raison, parce que le mot télésurveillance, il n'est pas forcément même compris, même dans l'écosystème santé, même tout le monde le comprend pas forcément. Je pense que... Je pense que surveillance, oui, il y a quand même une notion de... on est un peu fliqué, quoi, en fait. Ouais. Donc, alors que suivi, c'est plutôt, on a l'impression qu'il y a un bénéfice derrière. Peut-être, alors que la surveillance, il y aura sûrement un bénéfice aussi derrière, mais ça fait un peu moins fliqué, je trouve. Ah, mais ça, c'est une très très bonne analyse. Je pense que même ça peut faire une forme de recommandation, justement, pour inciter aussi les patients à rentrer dans ces processus-là. Est-ce que tu identifies plusieurs modèles de télésurveillance ? On va quand même utiliser le mot télésurveillance sur le podcast. Oui, je pense qu'il y a... Alors, actuellement, il y a plein de choses. Ça peut être une surveillance de l'observance du patient, des suivis du patient, mais ça peut être aussi, moi j'imagine, quelqu'un qui a été opéré, on peut le suivre derrière. Enfin, il y a plein de suivis différents. On suit les patients, nous, à l'hôpital, avec... ils ont des saturomètres, on a leur oxygène en direct, enfin on suit plein de choses maintenant. Donc je pense, pour moi, ça correspond à peu près à des différentes tonnes de suivi de patients, et suis-moi pour lequel j'ai participé, et en particulier, mais effectivement il y en a beaucoup, je pense. Ok, très très clair. Donc on va justement rentrer dans ces thématiques-là, et on va appliquer donc la télésurveillance au télésuivi, particulièrement à ta spécialité. Et
pour bien comprendre justement comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait avant, comment ça peut fonctionner après, est-ce que tu peux nous raconter comment on suit un patient VIH aujourd'hui, si on met un petit peu de côté l'aspect télésurveillance, télésuivi? Donc un patient qui est infecté par le VIH, déjà qu'on le voit pour la première fois, on essaie vraiment on passe du temps pour discuter avec lui, lui expliquer qu'est-ce qui va se passer, comment il va être suivi, qu'est-ce qui est important, quelle va être la maladie, qu'il a le virus souvent et pas la maladie en fait. Okay. Il est infecté, qu'il n'a pas la maladie. Donc on essaie de voir s'il comprend un peu tout ça. On passe du temps et puis après on lui explique qu'il va falloir, maintenant on le sait, être traité très rapidement. D'accord. Ce qui est plus exactement comme on faisait il y a 20 ans en fait. Maintenant les traitements sont beaucoup plus simples et on va essayer de discuter avec lui de quel est son cadre de vie, quels sont les médicaments qu'il prend, quelles sont ses comorbidités, comme on dit. Okay. Et puis de voir avec lui, après un petit bilan, de décider quel va être le meilleur traitement pour lui, sachant que maintenant, les traitements sont extrêmement simples dans le VIH et que pour la plupart des traitements, on arrive à suivre les patients en leur donnant un comprimé qui comprend une trithérapie pour les suivre. Et après, on le suit un petit peu plus quand on démarre le traitement pour être sûr que ça se passe bien. On est aidé d'infirmières d'éducation thérapeutique qui le revoient au besoin pour expliquer tout ça. Et alors, une fois que ça roule, et quand ça roule, c'est un mot qui veut dire, moi, dans mon esprit, c'est qu'il prend bien son traitement, que le traitement est efficace, qu'il est bien contrôlé. C'est vraiment une pathologie chronique et on le voit, moi je les vois 2 fois par an, tous les 6 mois, avec un bilan. Et ça a quand même beaucoup évolué par rapport à il y a 10-15 ans, entre tous les médicaments qu'ils prenaient, tous les éventuelles toxicités, etc. Donc là vraiment, il y a des patients, je les vois quand ça roule 2 fois par an, tranquillement, et on discute de plein de choses. D'accord, ouais, qui n'est pas spécialement que de la maladie, quoi. Non, c'est pour ça que ça a beaucoup évolué. Avant, on cherchait le meilleur traitement, on changeait tout le temps, l'efficacité, la tolérance, etc. Maintenant, c'est un peu... si le patient prend bien son traitement, c'est un peu... c'est gagné, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est gagné, il va être bien contrôlé. Et donc, ce qu'on va mettre en avant, c'est tous les à côté, la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça comprend 1000 choses. Ça comprend l'état général, la vie sexuelle, la stigmatisation, enfin plein de choses qu'on peut aborder. On n'est plus... on regarde plus juste des chiffres, en fait, des défenses, un virus, etc. Ça, c'est gagné à 95%, quoi. D'accord, très clair. Et justement, comment tu intègres, maintenant, forcément, on va rentrer dedans, comment tu intègres, toi, le télésuivi au suivi de tes patients? Comme je disais, ça a énormément évolué. Avant, je démarrais la consultation et le patient, il fixait, il voulait ses chiffres, il voulait savoir s'il a des bonnes défenses, si son virus est bien contrôlé. Maintenant, tout le monde a gagné, donc ça se passe bien. Et donc, on est plus amené à discuter d'autres choses. Et c'est né je le vois tous les 6 mois, il me voit tous les 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois? Peut-être qu'il a eu un épisode de sa vie, qu'il a mal pris le traitement, qu'il a eu un épisode de sa vie professionnelle, sentimentale, hospitalisation ou autre. Et on n'était pas forcément informés. Et donc, ça a été de pouvoir... instaurer un suivi et qu'il puisse se remémorer. Alors, s'il ne se remémore pas la consultation, qu'il y a un moyen, au moins qu'il en parle. Et donc, rappeler de ce qui s'est passé. Ouais, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait mettre un outil qui lui permettrait de discuter d'autres choses? Alors, au début, on s'est dit, on va mettre un outil, mais vraiment, l'outil doit être bénéfice pour le patient et pour le médecin, ça ne doit pas être une perte de temps pour chacun. Et donc, au début, c'était tout simplement l'aider à bien venir à ses consultations, à bien prendre ses traitements, des choses simples, à aller tous les mois à la pharmacie, des choses comme ça. Et donc ça, c'était la base, en fait, du premier surveillance qu'on a mis en place. Et puis, comme ça a plutôt bien fonctionné avec un bon retour patient, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, on a eu plein d'idées pour essayer de les suivre de façon différente et d'aborder d'autres sujets à la consultation. D'accord. Ok, donc très clair. Donc tu leur poses quoi par exemple comme question? Qu'est-ce que tu leur demandes? Alors en fait, on a développé un système donc, de télésurveillance qui est par chatbox, en fait, donc messagerie SMS, qui leur pose des questions. On choisit des modules ensemble et on ne les fait pas tous ensemble forcément les modules, mais il y a des modules sur leur état général, sur leur anxiété, sur le sommeil, sur la stigmatisation, sur leur vie sexuelle, sur la prise de poids. Enfin, et donc tu ajustes en fait aux fonctions des patients, tu leur donnes tel module, c'est toi qui jauges en consultation, est-ce qu'il va être plus ou moins ouvert? Ok, trop bien. Et alors après, je juge quel module semble être plus ou moins adapté, puis je lui en parle, je lui propose, et après on peut rajouter des modules en fait, avec c'est des chatbox, des questions qui vont arriver
Alors, il faut définir un rythme, en fait. C'est ça qui est un peu... chaque patient, on aime bien... on est très dans universalité de traitement, mais il faut quand même... moi, je suis plus dans l'individualisation. Chaque patient est unique, en fait, et donc on essaie de trouver une approche pour chaque patient. Qu'est-ce qu'il va mettre en évidence? Il y en a, ils sont très... Ils veulent pas qu'on soit très intrusif avec eux, donc c'est plus difficile de parler certaines choses. À l'inverse, il y en a d'autres qui aiment bien de parler de tout. Et on essaie d'identifier avec eux ce qui pourrait plus être en adéquation avec leur suivi. Très clair. Et à quelle fréquence tu leur envoies des messages? Alors voilà, ça c'est la grosse question. Ouais, la grosse question, c'est que si on envoie tout le temps des messages aux patients, il va se lasser. Si vous rajoutez, ils font les comptes formation, enfin tous les messages qu'on a en ce moment, et on n'en peut plus, quoi. Voilà. Les spams, les CPF, les machins, les Black Friday, tout ce que vous voulez. Donc, faut essayer de trouver un bon rythme. Alors, le bon rythme, on part plutôt sur un par mois, en fait, ce qui nous semble être bien, mais sachant que le patient peut répondre à tout moment stop, en fait, et arrêter. Et il y a des items par exemple de qualité de vie ou sur le sommeil, on va avoir des réponses avec des échelles de 1 à 5, il répond un chiffre et puis on regarde au bout de 6 mois comment il évalue ces 6 derniers mois de qualité de vie ou des choses comme ça. Donc, voilà, il y en a, ils trouvent que c'est trop effectivement d'en avoir tous les mois, il y en a, ils adorent parce qu'ils ont l'impression que leur médecin les suit tout le temps. Voilà, c'est très personnel. D'accord, c'est très personnel, ça dépend vraiment du patient, ça c'est hyper intéressant. Et quand tu leur envoies comme ça tous les mois, tu leur envoies un bloc de questions ou c'est une question? Non, c'est une question et en fonction de leur réponse, ça peut déboucher sur d'autres questions. Pardon. Et puis on choisit, on a développé, comme j'ai dit, plusieurs protocoles en fait. Et en fonction du protocole, c'est pas le même nombre, le même nombre de questions, mais en tout cas. Et puis il y en a, on les fait tous les 3 mois, sur la prise de poids, des choses comme ça. Enfin voilà, ça dépend de la question qu'on pose. Protocole, en fait, on définit ce qu'on veut. Hein. Moi, je suis pas du tout dans définir les protocoles, c'est pas du tout mon domaine, mais si on trouve que y a trop de chatbots, enfin trop de SMS envoyés, on peut décaler, on peut les faire moins souvent. Donc ça, on s'adapte. Tu t'adaptes complètement aux patients. Ouais. Est-ce que tu as une explication? Non, ma question est complètement rhétorique parce que tu me disais en appel que le suivi du VIH le suivi de la pathologie était très, très évolutif. Parce que depuis les 40 dernières années, ça avait drastiquement changé. Et que du coup, finalement, tous les praticiens, ils avaient quand même une certaine plasticité. Ils étaient quand même ouverts à d'autres choses parce que ça change en permanence. Est-ce que tu dirais que, particulièrement dans le suivi du VIH, les praticiens ils sont ouverts au télésuivi, à la télésurveillance? Alors, justement pour ça. Je pense que globalement, dans le VIH, ça évolue. Ça a évolué tellement vite et les médecins qui suivent les patients vivant avec le VIH, ils ont toujours été à la pointe des nouveaux médicaments, des nouvelles... on attendait ça en même temps. Quand il n'y avait pas de médicaments, on les attendait, ils sont arrivés. Enfin, ça évolue tout le temps. Donc, ils étaient très, très à la page des nouveautés. Les médicaments, ça évolue aussi assez rapidement. Et donc, oui, je pense que c'est des... Alors, après, il y a des nouveaux médecins aussi. Enfin, il y a des médecins plus anciens. Il y en a qui ont connu le début du VIH. C'est pas les mêmes que ceux qui suivent des patients depuis récents parce que c'est pas les mêmes traitements et les mêmes contraintes. Mais oui, c'est plutôt, je pense, une communauté de praticiens qui est plutôt très ouverte sur les sujets comme ils ont toujours été open sur tous les mises en ordre de nouveaux traitements. Donc je pense que c'est plutôt c'est plutôt des gens qui aiment bien tout ce type de moyens pour suivre les patients. Tu m'avais parlé en pré-appel quand on a préparé cet épisode que l'une des difficultés, l'un des enjeux, c'était d'enrôler les patients. Donc voilà, est-ce que tu as des statistiques je sais pas. Alors moi j'ai enrôlé les patients dans le sens où il faut quand même donc expliquer aux patients qu'est-ce que ça va être, quel va être le suivi, qu'ils comprennent, qu'ils sachent répondre aux questions, qu'ils comprennent l'intérêt du suivi, qu'ils comprennent qu'il faille répondre 1, 2, 3 et non pas des mots complets. Enfin, il y a toute une explication. Il y a un côté aussi, parfois le patient est peu réticent. On parlait d'être fliqué pour la télésurveillance. Ben oui, il y en a, ils ont un peu peur d'être fliqués par les chatbox et effectivement le fait d'avoir des SMS réguliers. Donc voilà. À la base, il y a toujours des patients, il faut déjà leur expliquer leur pathologie, qu'ils comprennent bien. Je pense que c'est pas si simple déjà pour certains patients de comprendre qu'ils ont une infection, qu'il faut le suivre. Et puis après, donc du coup, ça forcément un peu, faut des patients qui
qui aient un téléphone, qui comprennent bien, qui, je pense, comprennent bien assez leur pathologie et puissent bien répondre à ces questions, et puis qui aient envie d'être suivis. Voilà, donc ça cible un peu forcément certains patients. Potentiellement, on peut le proposer à beaucoup de patients, tout le monde, à partir du moment où ces conditions sont réunies. Mais effectivement, c'est un peu, voilà, ça demande un peu de préparation pour enrôler quelqu'un et bien lui expliquer. Est-ce que tu as une belle histoire qui s'est passée grâce à la télésurveillance, grâce au télésuivi? Donc, je sais pas, des paramètres que tu as suivis, tu as revu le patient 6 mois après et ça a permis soit de découvrir une nouvelle pathologie, soit de l'aider personnellement. Voilà. Est-ce que tu as une petite histoire peut-être à nous raconter? Plus qu'une histoire, c'est plutôt 2-3 patients où on se rencontre en fait. Alors ça peut être la population générale, mais par exemple il y a des patients qui n'arrivent jamais à s'endormir avant 6h du mat et qui ont des soucis de sommeil. D'accord. C'est lié peut-être au stress, à plein de choses. Oui, à plein de choses. C'est peut-être pas lié qu'aux patients avec le VIH. Mais ça, ils n'en parlent pas, c'est rentré dans leur vie. Donc en fait, quand on voit sur l'échelle d'anxiété qui sont toujours bas, ça ouvre le schéma sur on peut lui effectivement parler, on l'adresse à une psychologue et faite éventuellement pour en parler. Donc oui, ça peut ouvrir ces histoires, ça peut ouvrir sur ça, ou alors quelque chose qui est un peu plus l'infection à VIH dans l'inconscient des patients. En gros, avant on maigrissait, c'est un signe de on n'est pas en forme en fait, on n'est pas bien, on est malade, alors que maintenant c'est plus ça, les gens vivent normalement, ils reprennent même du poids, et avec les traitements, avec la vie active qu'ils ont, ils prennent tous du poids, et on se rend compte un peu grâce à ça, parce qu'on le fait pas tout le temps les patients, qu'effectivement il y a chez des patients il y a une prise de poids qui est assez importante, et qu'il y en a qui ont des problèmes du coup par ça on a découvert qu'ils se voyaient un peu déformés, ils se voient pas beaux comme ils pourraient être en fait, ou belles comme ils pourraient être, et du coup on a été amené à en parler, à mettre en place un suivi avec pas pour maigrir, mais pour moi pour se comprendre son corps, avec une psychologue, une diététicienne, etc., pour essayer. Donc c'est des choses, c'est des petites choses en fait sur lesquelles grâce au fait que le patient renseigne ses données, on les aurait peut-être pas forcément mis en... passé à côté parce que tu n'aurais pas eu le temps de lui poser les questions en consultation. Voilà, et maintenant les consultations, c'est en gros, ça dure 20 minutes. La première minute, c'est les médicaments et les résultats, ça va. Et puis après, 18 ou 19 minutes, on parle de la vie, quoi. Et en fait, ça permet d'ouvrir cette deuxième partie de consultation. Et c'est là où on cible des points et on peut changer les points de consultation en consultation. Ok, donc finalement, c'est un petit peu comme moi quand je fais mes podcasts, je prépare les interviews, j'ai mes pré-questions, du coup, je peux aller cibler les points précis. Je pense que c'est un peu ça, voilà. Tu regardes sur juste avant, ou peut-être tu prépares plus, voilà, mais en tout cas, juste avant, vers où je pourrais aller pêcher des infos, et c'est un peu ça. Moi, je le suis pas en direct. Des fois, les patients, ils pensent peut-être que tu regardes tout le temps, tous les soirs. Tous les soirs, je check. Non, je check pas du tout les soirs. Je regarde le compte rendu. En fait, j'ai un compte rendu que je peux sortir en format PDF, en courbe, etc., sur des items de qualité de vie, sommeil, poids, enfin toutes les choses que j'ai citées préalablement. Et je regarde la tendance, et puis moi je l'ai un peu de coin de l'œil, et du coup je leur en parle, et je vois souvent un petit sourire dans leur coin, parce qu'ils se disent ils sont contents, parce qu'au moins ils se disent il a repéré ce que j'avais signalé, et puis on rebondit dessus souvent, quoi, en fait, et donc ça permet aussi de montrer aux patients et de leur rassurer en se disant il était bien suivi avant, mais voilà, il se sent encore mieux suivi. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Ok, très clair. On va parler maintenant un petit peu de l'écosystème, justement, de l'écosystème en général. Est-ce que tu identifies des freins, peut-être particulièrement à l'hôpital, sur le déploiement de solutions de télésuivi, télésurveillance? Les freins, alors tout ce qui est développement, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait soit des technologies qui soient pas trop complexes à mettre en place pour que ça puisse fonctionner assez facilement avec le praticien, avec même parfois les serveurs de l'hôpital. Enfin tout ça c'est pas mon domaine en fait du tout, mais j'imagine les freins, peut venir des praticiens, ça peut venir des patients. Il y a des freins sur la technologie, je pense. D'accord. Mais moi je sais qu'en ce moment, à chaque fois qu'on me dit que je rencontre des spécialistes en e-santé ou des choses comme
ça. En gros, tout est faisable. Enfin, voilà, c'est toujours, ça semble assez incroyable. Et puis, il n'y a pas que dans ce domaine-là, mais dans plein de domaines de médecine, d'intelligence artificielle, de robotique. Enfin, ça semble assez fou. Non, les freins, c'est les patients aussi. Moi, je vois plus des freins Côté patient, ok. médecins, patients, parce que c'est quand même quelque chose qui nécessite juste un téléphone, un accord du patient, et puis qu'on peut arrêter à tout moment. Donc, c'est comme des questions qu'on leur poserait, si vous voulez, à la consultation, sauf que comme on pose pas tout ça, on les pose de manière indirecte. Voilà. Donc, je pense que c'est plus des freins comme ça. L'outil global, il est quand même simple. Après, on peut développer d'autres outils. Hein. Oui. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais voilà, moi, je vois plus un frein global sur les patients les personnes, les patients ou les médecins qui peuvent avoir accès à cette chatbox. Et dans ton cas précis, donc sur l'intégration de la solution que vous utilisez, est-ce que ça a été descendant ou ascendant? Dans le sens où est-ce que c'est toi qui as découvert la techno de suivi de télésurveillance et tu l'as poussé et du coup la direction a dit oui, ou est-ce que c'est la direction qui t'a dit vas-y teste ça? Non, en fait c'est à la base c'est plutôt moi qui ai eu l'idée avec certains consultants e-santé de se dire qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer comme outil en fait pour aider bénéfice pour le patient et pour le médecin en fait. Et donc c'est parti vraiment du bas de la pyramide, et puis après ayant développé un algorithme de questions, on s'est dit on va le tester chez quelques patients, et donc c'est plutôt totalement ascendant, effectivement. Et comment parce que du coup après on arrive forcément à la question la plus importante de tout, la question pécuniaire. Comment tu justifies auprès de ta direction de dire ok, alors, c'est ça qu'il faut parce que c'est game changer? Alors moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait. La direction n'a pas payé pour ce logiciel. Ça a été soutenu par un laboratoire qui a soutenu le projet. Et donc, il n'y a pas eu du tout de problème pécuniaire. Alors après, le développement partout, je ne sais pas comment ça se fera, mais en tout cas, c'était un projet à la base complètement une idée soutenue par un labo qui a cherché des médecins, des consultants, et qui ont dit on va développer un outil comme ça. Voilà. Okay. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on ne l'a pas abordé du tout sur le podcast. C'est que finalement, il n'y a pas qu'un seul modèle où c'est l'hôpital qui paye. Il y a des modèles mixtes où le laboratoire, il paye. Et forcément, le laboratoire, il a soutenu tous les acteurs qui faisaient le projet, effectivement les ingénieurs, avec une société de e-santé, en fait, effectivement. Et oui, c'est juste. Moi, j'ai participé au développement des questions et au test, en fait, à phase test auprès de patients, mais il n'y a pas eu besoin de financement de l'hôpital. Question provocatrice, forcément, qu'est-ce qu'il y gagne le laboratoire? Le laboratoire, je pense qu'il y gagne sur son image, en fait. Les médicaments, ils les ont tous, en fait, maintenant, tous. Je me comprends, mais il y a des médicaments efficaces, comme je le disais. Et donc, le côté, on met en œuvre des actions pour le suivi de patients, mais ça peut être ça peut être d'autres actions dans le monde entier. Enfin, il peut y avoir des tonnes d'actions de suivi. Je pense que l'image, c'est de se dire, on a des médicaments, mais aussi on soutient sur les patients. Et en matière je trouve ça très intéressant pour le laboratoire, en termes d'image, et puis pour le patient, il y a un bénéfice, quoi, effectivement. Okay. Très clair. Ça, c'est vrai que c'est des modèles qui sont intéressants. J'avoue que je ne les connaissais pas. On pense tout de suite au modèle hôpital, on va à l'hôpital et puis c'est tout. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Comment tu vois l'écosystème se structurer à l'avenir? Est-ce que tu vois tu imagines un hôpital totalement télésurveillé, télésuivi, plutôt, ou je peux poser la question différemment, voilà, à quoi ressemble l'hôpital du futur? Alors, ce qui va être un peu fou sur ce que je veux dire, c'est que moi, je suis plutôt, je préfère 100 fois voir mon patient en présentiel, par exemple, que de le voir en visio. Okay. Y a un rapport qui est important. Ça n'empêche pas que, du fait du Covid, par exemple, on a développé la téléconsultation, que ça nous a permis de suivre nos patients qu'on ne pouvait plus suivre, et que ça a super bien fonctionné. Et il y en a encore que je vois effectivement en téléconsultation. Donc tout ça pour dire que rien ne remplace la relation patient-médecin physique. Et même les patients qui peuvent continuer à
venir en visio, qui voudraient, ils préfèrent souvent venir voir, avoir un contact avec leur médecin. Donc je pense que ça, la consultation, elle sera toujours à la base. Mais c'est qu'on peut développer dans l'hôpital du futur des tonnes de projets. Alors, comme je dis, moi, tout est envisageable, mais on voit dans plein d'autres pathologies, en fait, où il y a des surveillances de glycémie, de tension, enfin de choses avec des rapports systématiques, des alertes, etc. Sur le plan de l'infection VIH, c'est effectivement, je pense, de pouvoir mieux suivre le patient, mieux le cerner et peut-être encore plus arriver à lui proposer des actions très spécifiques, en fait, vraiment arriver à mieux le cibler. Moi, je vois plus ça. Après, je pense qu'il y a, en termes d'infection par le VIH, c'est pas là où il y aura peut-être le plus d'hôpital, de choses d'intelligence artificielle ou de choses comme ça. Voilà, oui, parce que la maladie est bien stabilisée. Donc on discute, on donne un médicament, il y a un rapport patient-médecin qui est important. Il n'y a pas beaucoup de technologie, en fait, de suivi. Donc c'est pour ça que ça sera plutôt, je pense, des recommandations un peu et puis des modèles, des chatbox, des applis, des choses plutôt simples, en fait. D'accord, simple. Comme ce qui se fait aux États-Unis avec Welldoc qui suit les maladies chroniques. Du coup, on suit le patient et puis derrière, ils arrivent à produire des recommandations pour l'activité physique, diététique, etc. Très personnalisé. Ouais, voilà, je pense plus dans des choses comme ça pour cette pathologie. Ouais. Ok, très clair. Est-ce que tu discutes avec des collègues d'autres services pour savoir ce qu'eux ils utilisent en termes de télésurveillance, télésuivi? Ouais, alors après, j'ai pas on en est un peu à l'hôpital encore à faire les dossiers médicaux informatisés déjà, où tout ça est déjà complexe, en fait, d'avoir un bon suivi de patients avec les bonnes données informatisées. Donc sur les moyens... il n'y en a pas tant, je pense, qui sont développés, mais en tout cas, ce type de chatbox va être développé dans ce qu'on m'a dit, va être développé dans d'autres hôpitaux. Et puis on en parle, effectivement, entre nous, il y a des réunions ou des symposiums, des choses comme ça, où qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients, des nouvelles règles. Voilà, et il y a plein de projets. Différents, voilà. Donc, oui, on en parle, mais oui, je pense qu'on peut faire encore mieux. Ouais. Et pour finir cet épisode, quel conseil tu donnerais à un hôpital et aussi aux praticiens pour bien implémenter une solution, pour que ça se passe bien, pour que ça soit le plus indolore possible et que ça fonctionne? Parce qu'on sait que ça, c'est aussi une grosse question avec la technologie, c'est qu'il y a des super innovations, mais des fois, c'est l'utilisation qui ne suit pas. Donc, il y en a... Ah ouais, il faut que ça soit le premier conseil, il faut que ça soit simple. Et quand vous dites, tu dis hôpital, où les médecins, il y a plein de médecins aussi en ville, qui suivent les patients infectés par le VIH. Donc dans ce domaine-là, il y en a beaucoup effectivement. Non, faut que l'outil, quand on regarde le bénéfice, faut qu'il y ait un bénéfice, en fait. Faut qu'il y ait un bénéfice pour le patient et aussi un bénéfice pour le médecin. Si c'est hyper fastidieux, que sa consultation où il a 15-20 minutes, elle dure 2 heures, c'est pas possible. Donc il faut qu'à la base, je pense, l'outil il soit simple, en fait, que ça soit pas fastidieux à implémenter, fait que par exemple, sur un téléphone, effectivement, c'est pas complexe, ça ne demande pas grand-chose. Si par contre, ça nécessite de tout restructurer à l'intérieur d'un hôpital, d'une clinique ou d'un système informatique, je pense que là, ça sera très complexe parce que c'est déjà pas simple à faire des choses en local. Donc, si on rajoute quelque chose extérieurement, voilà. Mais si quand je dis une application, on parle de téléphone, mais c'est pas ce que je veux dire. Enfin, c'est un chatbox ou une appli, etc. Et quelque chose de simple à mettre en place. Je vois pas de frein s'il y a un bénéfice pour le patient et un bénéfice indirect pour le médecin et un gros bénéfice pour la relation patient-médecin. Je vois pas de frein réel à le développer. Ok, d'accord. Donc, ouais, très, très, très clair. Bon, de toute façon, on retiendra la simplicité. Je pense que c'est vraiment le mot qu'on a le plus entendu sur cette première saison. Ouais, je pense, si parce que c'est devenu quelque chose, comme je dis, d'assez une pathologie chronique qu'on suit assez aisément et on se tourne vers d'autres problèmes. Mais si on s'en crée des problèmes, le numérique, ça doit être un soutien, un outil, ça doit être bénéfique, ça ne doit pas créer de problèmes. Vraiment, ça doit simplifier la vie du patient, notamment. Ouais. Et on va garder ça comme mot de la fin. Ça doit simplifier la vie du patient. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour cet épisode. Et puis, on viendra voir ce que tu fais dans ton service, comment ça va se passer, comment tu suis tes patients très bientôt. Merci. À bientôt.